Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e numéro d'Hebdo Show. On est avec vous jusqu'à 23h, 2 heures de direct et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Nassima Abdelrahman. Bonsoir Nassima. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tout le monde. Samir Haïdi est également avec nous. Salut Samir. Salut, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs également. Faisal Metaoui est également autour de la table. Bonsoir Nouhed. Bonsoir Faisal. Mehdi Rezar est aussi des nôtres. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed pour ce 16e numéro, ça va très bien. Et puis Fouad Chergui est également des nôtres. Salut Fouad. Bonsoir à tous. Notre invité ce soir, Gamal Abina, notre très cher Gamal Abina qu'on a l'habitude de recevoir sur Al24 News, analyste politique. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'Algérie dénonce la tentative de liquidation de la cause palestinienne. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a insisté sur ce volet. C'était lors du sommet arabo-islamique qui s'est tenu à Riyad. Le parquet de Paris vient de prononcer la décision de la libération du détenu Georges Ibrahim Abdallah, une décision contestée par le procureur antiterroriste. La scène internationale se soulève pour le peuple palestinien alors que l'Espagne refoule une cargaison en direction de l'entité sioniste, une cargaison d'armes. La Turquie, de son côté, via son président Recep Tayyip Erdogan, annonce la rupture des relations entre Ankara et Tel Aviv. Le débat du jour évoquera un sujet économique de grande importance, la révision de l'accord d'association Algérie-Union européenne. Et puis nous reviendrons avec Nariman Zekar sur les nouvelles révélations concernant Kamel Daoud, auteur du roman Ouri, pour lequel il a obtenu le prestigieux prix Goncourt. Et on terminera avec de la coopération culturelle, l'événement du moment, le SILA, et un partenaire historique de l'Algérie, à savoir l'Italie. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien, sera notre invitée. Premier sujet, mesdames et messieurs, alors l'Algérie, donc je le disais, a participé au sommet arabo-islamique qui s'est tenu à Riyad. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, y a représenté le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il a justement insisté dans son discours, lu au nom du président de la République, sur cette tentative de liquidation de la cause palestinienne à laquelle l'Algérie et le monde arabo-musulman s'opposent. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وكبح جماحه في إشعال حرب إقليمية شاملة. وفوق كل هذا وذاك هناك خطر تصفية القضية الفلسطينية. تصفية القضية الفلسطينية أولا عبر تفريغ المشروع الوطني الفلسطيني من مضمونه بطريقة مدروسة وممنهجة ومتقنة التصور والتنفيذ. وتصفية القضية الفلسطينية ثانيا عبر نقض فكرة الدولة الفلسطينية واستبعاد قيامها كشرط محوري من شروط الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي الإسرائيلي. وتصفية القضية الفلسطينية ثالثا وأخيرا عبر القضاء نهائيا على مبدأ الأرض مقابل السلام وسط تشبت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بوهم تحقيق السلام على مقاسه ووفق أهوائه وأطماعه دون أدنى مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية من ضوابط وثوابت وأحكام وفي مقدمتها حتمية إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية وعودتها إلى أصحاب الحق عليها. Voilà, c'était donc Ahmed Attaf qui lisait le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Mehdi, l'Algérie, locomotive mondiale de la défense du droit palestinien et de la défense des causes justes en général. Écoutez, le message du président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, à travers la déclaration de son ministre des Affaires étrangères, est on ne peut plus clair. L'Algérie était, est et restera la seule, l'unique locomotive mondiale de la défense du droit palestinien des peuples opprimés à travers le monde.
C'est clair, net et précis. Il y a un refus catégorique du président de la République de négocier, marchander, échanger, ou bien, encore pire, vendre la cause palestinienne. Un refus catégorique. La cause palestinienne est ancrée dans l'ADN de l'Algérie. La cause palestinienne fait partie de l'ADN de l'histoire de l'Algérie. Que l'on donne le mandat de représentation arabo-islamique à l'Algérie, de un, c'est un honneur, mais je pense aussi que c'est surtout un devoir. Un devoir par rapport à l'histoire de l'Algérie, pour l'indépendance qu'elle a eue, un devoir par rapport aux 1,5 million de chouhada qui sont morts pendant la Révolution, et pour les plus de 5 millions de martyrs pendant la colonisation. Donc l'Algérie est à sa place en représentant de ce peuple opprimé qui est le peuple palestinien. Et la ligne rouge pour le président de la République et pour tout son gouvernement, c'est la cause palestinienne. Et jamais l'Algérie n'abandonnera la Palestine. Jamais. Kamal Abina, jamais l'Algérie n'abandonnera la Palestine. Bien sûr, parce que d'abord, la Palestine, c'est plus de 80 ans en vérité, si on prend le démarrage de la colonisation, de barbarie coloniale. Ensuite et surtout parce qu'on parle d'une colonisation de peuplement comme l'Algérie l'a subi. On parle de massacre de masse dès le départ. On se souvient, alors beaucoup de gens ignorent l'histoire d'Azdin El-Qassam. C'était un professeur syrien qui a combattu parce qu'il a senti la colonisation arriver, il a senti que les sionistes européens, donc les Européens, il faut arrêter d'appeler des Juifs, les Européens, sont venus sur une terre qui n'était pas la leur. Et ça rappelle par beaucoup d'abord ce qui s'est passé en Algérie avec d'autres Européens qui étaient venus d'un peu partout, d'Espagne ou de je ne sais où, pour faire du peuplement en Algérie, parce que les Français ne voulaient pas y aller. Et donc effectivement, cette cause est sacrée dans la mesure où d'abord, on se souvient que l'Algérie a dit à la fin de la Révolution, nous ne serons entièrement libérés que lorsque la Palestine sera libérée. Ça, c'est un terme révolutionnaire qui est resté. Ensuite et surtout parce qu'on sait que l'Occident, lorsqu'elle va massacrer, elle va dans des proportions, et ça a été dit à l'instant, dans des proportions abyssales. On parle de 5 à 6 millions d'Algériens tués durant 132 ans. Il faut se rappeler que quand les Français rentrent, parce qu'ils reviennent sur les chiffres, ils assassinent 1 million d'Algériens dès le démarrage. Dès 1830, on démarre par un massacre de masse où on déporte les populations dans le haut plateau. Déportation qu'on observe aussi en Palestine en 1948. Donc tous ces éléments font que l'Algérie, effectivement, sait ce qu'est la bête coloniale, ce qu'est l'Occident lorsqu'il sort de ses frontières pour massacrer et pour surtout s'implanter au niveau des populations européennes, et sait que la cause palestinienne ne peut pas être abandonnée ni bradée. La plupart des pays qui ont signé les accords de la honte, il ne faut plus appeler ça la normalisation, les accords de la honte, parce qu'il n'y a pas de normalisation. On ne fait pas d'accord de normalisation, entre guillemets, donc des rapports normaux, avec un État génocidaire, avec un État raciste et fasciste, dirigé par un fasciste revendiqué. Donc l'Algérie refuse cela, et elle a raison. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que les pays arabes qui ont accepté de signer les accords, pourquoi ? Pour de l'argent, pour quelques dollars, pour sortir d'un État terroriste, marchander, négocier, tout à fait. Vendre la cause palestinienne. Vendre la cause palestinienne, et pire encore, comme le Soudan, accepter de sortir du stade de terrorisme pour faire plaisir aux Américains. Eh bien, tous ces éléments-là sont constitutifs d'une lâcheté généralisée. Et moi, je m'enorgueillis de penser qu'en 77-78, lorsque l'Égypte, qui va marchander son territoire, le Sinaï, finit par signer un accord honteux avec Israël, au moins elle le fait pour une raison, c'est pour récupérer le Sinaï. Alors que les autres États arabes ont été plus loin. Il n'y a aucune raison de composer avec les sionistes. Je parle évidemment, je ne vais pas donner la liste, vous les connaissez. Ces pays ont juste baissé l'honneur, baissé leur fierté et trahi leur propre population qui est pro-palestinienne. Donc je pense qu'effectivement l'Algérie, là-dessus, a une position qui est propre et nette. Et l'Algérie, justement, a accepté le mandat de représentation arabo-islamique au sein du Conseil de sécurité. Regardez. هذا الوضع فقد عملت بلادي منذ انضمامها لمجلس الأمن على إبقاء الضوء مسلطا والاهتمام مركزا على الدوام على القضية الفلسطينية والمأساة اللبنانية خاصة وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة أوسع وأعم. وبذات القدر من الاهتمام ستستجيب الجزائر للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، كما أن قناعتنا تبقى راسخة من أنه لا مناص أولا من تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا والعقوبات على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة
وفرض حظر على تصدير الأسلحة إليه تظل من بين المقتضيات الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، وكذا العدول على إذكاء حركيتها التصاعدية الآثمة. Mahdi. Écoutez, M. Hamed Attaf a très bien expliqué la chose. L'Algérie a toujours été du côté du Liban et du côté de la Palestine. La constance de la position de l'Algérie fait obligatoirement, elle, la représentante légitime de ces pays qui ont été attaqués. Ça va de soi. Il n'y a même pas besoin de vote, il n'y a même pas besoin de concertation entre les pays arabes. L'Algérie est sortie, choisie naturellement, parce qu'elle a toujours été constante dans ses positions, dans ses choix, dans ses appuis et surtout dans ses aides. L'Algérie n'a jamais fait des aides à demi-mesure, elle a toujours été derrière ces nations-là. Et l'Algérie continuera avec justement cette désignation pour représenter le bloc défendeur de ces populations, et elle le fera comme elle l'a toujours fait, avec honneur et surtout avec fraternité envers ses peuples frères. En fait, ce qui a signalé Nouhed de ce sommet arabo-islamique, parce que c'est déjà deux communautés arabo-islamiques pour la question palestinienne, sur une réunion bien sûr tardive, hein, parce que ça intervient plus d'une année après le début de l'agression israélienne contre Gaza et maintenant contre le Liban. D'abord, l'Algérie est le seul pays arabe qui évoque le danger de la liquidation de la cause palestinienne, parce que c'est vrai qu'il y a un véritable danger. M. Habin a parlé de, entre guillemets, ce qu'ils appellent la normalisation, et parce que Jared Kushner, l'ancien conseiller du président Trump, va revenir aux affaires visiblement, et c'est lui qui a été l'architecte de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui sont donc ce rapprochement entre les pays arabes et l'entité sioniste. L'Algérie évoque d'une manière très claire la nécessité d'imposer des pressions économiques, diplomatiques et militaires sur Israël, de 1. De 2, des sanctions à travers le gel de la qualité de membre d'Israël à l'ONU. Et troisièmement, un boycott sur les armes. C'est un appel qui est très très clair et qui est très précis. La deuxième chose, c'est qu'il y a un mécanisme maintenant, et c'est au mieux qu'il y ait ce rapprochement entre l'Afrique et la région arabe, parce qu'il y a un mécanisme de concertation qui a été créé à la faveur de la réunion de Riyad entre l'Union africaine. L'Union africaine, maintenant, elle prend fait et cause pour la cause palestinienne, parce que, rappelez-vous, il y a un moment, l'entité sioniste a voulu être membre observateur de l'ONU, et c'est grâce à l'Algérie et l'Afrique du Sud que cette entité n'est pas entrée dans l'Union africaine. Il y a une concertation entre l'Union africaine, l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et également la Ligue arabe. Ça veut dire qu'on a tout un continent avec un bloc régional qui va travailler au sein de l'ONU, avec, comme je rejoins Mahdi, avec l'Algérie comme locomotive, parce qu'il faut saluer le travail fait par la délégation algérienne à l'ONU avec à leur tête M. Benjamin Ammar, qui, depuis la désignation de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité, à chaque fois l'Algérie appelle à une réunion pour un cessez-le-feu, pour faire entrer les aides humanitaires à Gaza, et également pour condamner l'agissement de l'occupant israélien. Et ce travail, et ces annonces faites à Riyad, je pense, vont dans ce sens, dans ce travail diplomatique intense que fait la diplomatie algérienne pour au moins attirer l'attention sur ce qui se passe à Gaza et également au Liban. Ce mécanisme est par ailleurs extrêmement important dans la mesure où il vise à unifier, à mobiliser aussi les efforts conjoints entre ces trois organisations pour aussi avoir des positions communes dans les forats internationaux. Il y a aussi un autre point, c'est que ce discours historique de l'Algérie au sommet arabo-islamique, un sommet extraordinaire qui s'est tenu le 11 novembre dernier. L'Algérie a alerté aussi la communauté internationale sur le danger de vider méthodiquement le projet national palestinien de sa substance, et a rappelé que l'avenir de Gaza ne pouvait être décidé ou convenu uniquement par les Palestiniens. Un autre point aussi qui est important, on a parlé tout autour de cette table de ce mandat arabo-islamique qui a été donné à l'Algérie. L'Algérie a rappelé son engagement favorable à relancer cette demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'adhésion de l'État de Palestine comme membre plein et entier
et aussi finalement sauver tout un peuple qui risque la disparition. Et un autre point qui est là fondamental, c'est que le monde arabo-musulman reconnaît le rôle historique de l'Algérie comme soutien inconditionnel des causes justes, en saluant les efforts de notre pays en faveur de la cause palestinienne et en faveur de l'unification des rangs palestiniens. Eh bien, Nassima, le président l'a dit dans son discours, il est impératif que nous fassions bloc derrière le peuple palestinien, mais aussi libanais. C'est pas nouveau. L'Algérie est toujours à côté de la Palestine. Elle a épousé la question palestinienne, donc c'est pas nouveau pour l'Algérie à travers la personne de Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, il la considère, ça a été mentionné dans son discours, elle fait partie de la cause nationale. Donc à quel point, comme il vient d'évoquer Mahdi, elle est ancrée dans l'ADN des Algériens et du pouvoir algérien. Il ne faut pas oublier que la question palestinienne devient un héritage culturel et historique. Il fait partie, toutes les générations ont vu et elles ont vu, j'arrive pas à trouver les mots pour dire qu'ils sont tellement cette conviction très forte. Nous ne sommes pas prêts à faire concession de la question palestinienne. C'est vrai, ce sommet extraordinaire, malheureusement, il est venu un petit peu tardivement parce qu'aujourd'hui, les bilans, ils sont très lourds. On mentionne le bilan à Gaza, il est de 43 764 000 morts et de 103 490 000 blessés. Au Liban, le bilan il est de 5 000 morts et de 200 000 blessés. Plus d'1 200 000 de déplacés. Et là, je crois qu'il est temps que le monde arabe, le monde musulman s'unifie pour pouvoir sortir de ce marasme et de cette situation. Ceux qui sont encore sous les décombres aujourd'hui, et une récente enquête du magazine de Lancet parle de plus de 200 000 Palestiniens qui auraient succombé à cette agression barbare et sauvage de l'entité sioniste. The Lancet est un magazine britannique très sérieux. Il a donné un chiffre, effectivement... Ils ont parlé de 196 000 morts, mais les conséquences directes de la guerre. De la guerre, parce qu'il n'y a pas que des disparus, il y a des personnes qui sont disparues, qui ont été complètement ceux qui meurent de faim, les maladies, ils ont fait vraiment une moyenne de etc. Pourquoi l'Algérie insiste sur la nécessité de ne pas liquider la cause palestinienne? Parce que le projet de Netanyahou et ceux qui sont avec lui, c'est de vider ce projet en éliminant l'idée d'un État palestinien viable. C'est ce que dit le droit international. C'est ça. Et donc on vide, on rase Gaza et maintenant on va passer à la Cisjordanie. J'imagine ils vont passer à la Cisjordanie. Il y a déjà quelques villes, qui sont comme Tolkaram. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de ce projet, parce qu'ils diront oui, vous voulez faire un État palestinien, mais où sont les terres? D'abord, on peut déplacer des populations et on les tue, parce que c'est ce qu'on appelle le nettoyage ethnique, et après on fait disparaître l'existence même de la terre. C'est pour ça que l'Algérie insiste sur la nécessité de défendre le projet national palestinien. Et ce sommet, il arrive peut-être tardivement, mais il est très important qu'il soit là aujourd'hui. On avait évoqué sur ce plateau, il y a quelques semaines, le fait que les pays arabes sont en première ligne, sont les pays les plus concernés par la déstabilisation de la région par l'État d'Israël. Les républiques arabes, il faut être très précis. Pas les royaumes. Pas les monarchies. Pas les monarchies, pas les traîtres. Et ça, comment dire, c'était important que ça se passe et que ça bouge. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est les populations aussi civiles, c'est toutes ces manifestations dans le monde. On rappelle que aujourd'hui encore, au Canada, aux États-Unis, l'université Columbia, mais en Inde également, on a de plus en plus de manifestations. Le Japon est également concerné. Et par exemple, en Grèce, vous avez des dockers qui ont bloqué des conteneurs d'armes sur Israël, ce qui ne se faisait pas avant. En Espagne, on a refusé l'accostement d'un bateau qui arrivait en provenance des États-Unis. La chape de plomb, la chape de plomb de ne pas critiquer le gouvernement génocidaire est tombée. Il est évident que depuis quelques mois, la communication où il fallait toujours dire que c'était de la faute des Palestiniens ne passe plus. Ça ne marche plus. Même dans les médias mainstream, nous constatons tous un changement, pas un changement massif, mais une sorte de nouvelle orientation où il est
il y a plus d'images qui sont données, et Gamal est en France, donc il peut en dire quelque chose, qui sont plus données à la cause palestinienne qu'il y a un an. Exact. Lors du 7 octobre, tout était anti-Palestine, anti-musulman, voilà. Et du jour au lendemain, on s'est dit, ça fait quand même beaucoup de choses. Ce génocide est quand même tellement terrible que même ceux qui ne voulaient pas voir sont obligés de voir aujourd'hui. Et le parce que désaveu, Mehdi, la terreur, parce que moi on me parle de terrorisme, c'est du terrorisme à grande échelle. Ça s'appelle la terrorisme C'est un d'État. génocide. C'est du terrorisme à grande échelle. Des Et crimes il faut- de guerre. et Là où il le faut- désaveu il faut savoir le dire. est- Laisse-moi juste finir. Et il faut savoir le dire. Donc, c'est une armée qui se bat contre un peuple, qui est en train d'anéantir un peuple. La bande de Gaza, il n'y a plus rien. Elle a été complètement ravagée. complètement. Le Liban est pratiquement... Le sud du Le Liban. sud du Liban Le est sud du complètement anéanti. Donc, jusqu'à où ira la folie meurtrière de Netanyahou? Jusqu'à où ira la vengeance religieuse de Netanyahou? Parce qu'il a un plan religieux, ce n'est Tout pas à un fait. plan politique ou un plan sécuritaire, c'est un plan religieux Et messianique. qu'il est en train de mettre Exécution. en marche. Jusqu'à où iront ces images où nous voyons des familles brûlées à vif, brûlées à vif par des bombes tirées dans le ciel. Je suis désolé, si on n'appelle pas ça génocide, comment peut-on appeler Il n'y a pas cela? d'autre mot pour qualifier ce qui se passe. C'est un D'ailleurs, génocide, mais- c'est un génocide à ciel ouvert. C'est à nous, à tout à chacun, de le dire, de le répéter constamment et surtout de transmettre l'information à notre petite portée à tous et de faire passer le message du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, que l'Algérie sera droite et fière aux côtés des peuples De la opprimés, cause juste. aux côtés des peuples opprimés, qu'ils soient libanais ou palestiniens. Ce que je voulais souligner, c'est le double désaveu du peuple français. Un dans Et les le urnes, match, absolument. un dans les urnes, Tout à fait. et deux, le match de football. Ouais. Où vous avez des Le tribunes match de la honte, hein, Oui, on rappelle. Le match Totalement. de la honte, où vous avez Qui des était boycotté tribunes. par les Français. Voilà. Donc C'est un boycott ça, c'est les populaire. deux. C'est un Absolument. boycott C'est la populaire. population qui a boycotté. D'abord dans les urnes, aux Sans Mais législatives, et on l'a vu. c'est une humiliation sans nom. Bien D'abord, sûr. voilà, d'abord dans les urnes avec un Oui, ils s'en sortent contre kidnapping. Macron, tout à fait. Kidnapping. Ouais. D'accord. Ils ont volé, ils ont De la volé sorte. la démocratie. là. Et là, je veux dire, il y avait quand même un sentiment de fierté de voir l'ensemble de ces tribunes totalement Tout à vides. fait. Et un drapeau palestinien qui est quand même rentré alors que Deux. c'était Oui, censé être alors interdit. vous avez des supporters palestiniens qui sont rentrés Porté pour par un Français, il faut le rappeler. C'est un porter, Français. voilà. 80 000 personnes au Stade de France normalement. Ouais, ils étaient moins de 12 000. Plus faible nombre de spectateurs depuis l'inauguration de ce stade en janvier 98. Un peu moins de 16 000 téléspectateurs. 16 000. J'espère. Un peu moins de Ouais, 16 000 ouais, ouais, 16 000 spectateurs. total, quoi. On a fait un petit calcul tout à l'heure avec Nessima Faisal. 43 764 morts en Palestine, 5 000 morts en Palestine, 14 700 Liban. personnes mutilées graves. C'est exactement le nombre de personnes vide. qui auraient Qui aurait pu remplir qui le aurait Stade de pu France. remplir le Stade de France. Donc, excusez-moi, à un moment, il faut savoir se dire les choses. C'est une honte absolue ce qu'il se passe. Pour bien moins que ça, la Russie a été exclue. Tout à fait. La Russie a été exclue des Jeux Des Olympiques. Jeux Olympiques. Ouais. De tout d'ailleurs. Les athlètes russes combattaient ou faisaient les différentes... Alors je viens d'avoir le chiffre exact, c'était démarches. 16 611 spectateurs au Merci. niveau du stade. 16 611. Les athlètes russes concouraient sous une bannière neutre. Neutre. Donc, Il devait le s'effacer. 2 poids 2 mesures, le 2 poids 2 mesures est juste honteux. Honteux. Il Mais est dis évident, pas- il est évident parce qu'on nous appelle et on nous dit qu'il ne faut pas mélanger le sport avec la Pardon, politique. Il y avait le C'était gouvernement, passé il y avait le sport, gouvernement c'est complet un qui Tout était le là-bas. gouvernement français était au Il y avait stade. 3 anciens présidents de la Oui, République. ancien président, oui. Mais ne pas mélanger le sport, il faut être très clair. Ça, c'est ce genre de blagounette que j'apprécie Ouais. pas. En 36, les Jeux de Berlin, c'est les nazis qui les organisent. Tout le monde est d'accord pour qu'on y aille, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut être très clair sur les termes, parce que j'aime bien l'histoire du génocide. La racaille sioniste, c'est barbare, disent qu'ils ne pratiquent pas un génocide. Alors, on va faire de l'analogie, j'aime bien ça. Lorsque les nazis vont bombarder le ghetto de Varsovie, qui est un ghetto fermé, c'est un génocide.
Il ne faut pas seulement cramer les gens dans des fours. L'objectif qui est affiché, c'est soit nettoyage ethnique et dégager la population, soit extermination. Ouais. L'objectif de ces messianistes complètement cinglés, Netanyahou n'est pas religieux. Lui, c'est pire. Lui, il se venge. Son frère a été tué en 70 par des Palestiniens, c'est toujours pas passé. Cet homme a été éduqué par un homme qui est fasciste. Un homme qui a adoré Hitler et Mussolini. Il faut savoir son histoire, il faut savoir d'où ça vient. Donc cet Européen qui se prend pour un oriental et qui n'en est pas, quand il assassine du Palestinien, il assassine du sous-homme. Il y a un référentiel raciste derrière. C'est pas seulement le fait de dire je me venge, évidemment il se venge, mais c'est aussi surtout le fait de dire je vais en finir avec ces gens-là pour nettoyer cette population et en finir avec la présence arabe, parce qu'ils appellent ça les Arabes, palestiniennes. Donc il a raté son coup, pourquoi? Parce que le peuple, les peuples du monde individuel. Non, c'est collectif, mais les peuples du monde entier sont pro-palestiniens. Et ça fait partie d'une branche... Samy, gardez votre idée, on revient dans quelques instants. La pub et on continue le débat. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, nous étions en train d'évoquer il y a quelques instants le match de la honte qui s'est donc déroulé en France. Gamal Abina, je vous redonne la parole. Alors voilà, il y a effectivement ce match honteux parce que d'abord ils ont organisé un match avec un État qui est quand même condamné, pas condamné officiellement, mais condamné par les peuples du monde entier. Il se trouve que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un barbare qui massacre des victimes civiles qui n'ont pas l'armée. Il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, un barbare qui est lâche, un bombarde du ciel. Ça rappelle vraiment par bien des égards ce que faisaient les nazis quand ils ont détruit la Pologne. Guernica aussi. Guernica, mais à la limite, avec la Légion d'honneur, mais à la limite, il y avait des combattants à Guernica. Ouais. C'était une guerre civile. Alors que là, il n'y a pas de combattants, il y a juste les gens qui sont faiblement armés et ça fait un an que ça dure. Mais il faut rappeler une chose essentielle à mon sens, c'est que lorsqu'on parle de génocide, s'ils ne veulent pas l'entendre, c'est parce qu'effectivement, ça a un caractère très lourd dans l'histoire et qu'ils pensent être les détenteurs de ce label, comme si c'était les seuls peuples à avoir subi un génocide. Et l'autre aspect important, c'est que moi, j'ai été viré récemment de la télévision CNews. C'est pas grave, Pourquoi? Parce que j'ai osé dire sur une télévision algérienne que les barbares étaient en face. Ils ne peuvent même pas entendre ce minimum, à savoir que ce sont des barbares. Les chiffres donnés par le Hamas, j'ai toujours dit depuis le début, on dit chiffres du Hamas pour nous faire taire. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai été viré. Chiffre du Hamas, on est copains de vite là-dessus. Et voilà. Chiffre du Hamas pour nous faire taire, c'est le Hamas. Bah oui, et moi je dis, ils ont sous-évalué les morts. Il y en a beaucoup plus que ça. Sauf que ça vous dérange. Vous préférez nous éteindre avec ça. Donc ces questions-là se posent avec acuité, à savoir, on ne peut pas ne pas qualifier des criminels de génocidaires. On vire les gens qui dérangent. Oui, et puis en plus, on voit bien que la démocratie fonctionne bien. Mais finalement, vous savez et je vais te dire, et on va clôturer le sujet. Se faire virer de certaines rédactions, crois-moi, c'est plus une fierté qu'autre chose. C'est un blason. Et maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis, que la France s'égosille autant à défendre l'indéfendable, soit, c'est leur choix. Par contre, ils devraient, je pense, quand tu vois 3 présidents de la République, les uns à côté des autres, regarder un match qui est rejeté par le peuple français et qui se déplace en masse pour soutenir ce match-là, je pense que ces 3 présidents français, sans rentrer dans les détails politico-politiques de chacun, devraient plus se concentrer sur la précarité économique actuelle en France et du désastre économique qui est en train de se propager partout en France et en Europe, sous la responsabilité de ces 3 présidents-là successifs. Donc, à un moment, je pense qu'il faut savoir se dire les choses, cher Gamal. Soit, je le conçois. Nous ne sommes pas peut-être actuellement. On n'est pas gratin. On n'est pas du bon côté de la doxa. Mais crois-moi que le soir, quand je dors très bien, avec énormément de satisfaction personnelle et j'arrive à me regarder dans une glace quand je me rase. Donc j'allais dire un truc important. Et après, on va clore le sujet, on passera à autre chose. Juste pour la blagounette quand même, ce qui est extraordinaire, donc les 3 présidents qui ont un bilan économique calamiteux, 3 présidents qui ont plongé la France dans la précarité économique dans laquelle elle se trouve. Et qui s'enfoncent ou des gens, et je te le dis parce que j'y réside, ou des gens malheureusement parce que c'est vraiment dégueulasse, n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Oui, c'est des travailleurs pauvres. Donc ça veut dire que les gens, ce ne sont pas des chômeurs, ce ne sont pas des mecs qui sont à la maison toute la journée en train de regarder la télé. Non, ce sont des gens qui bossent dur, qui se lèvent le matin, qui font leurs 40 heures, 45 heures, 35 heures, 38 heures par semaine et qui n'arrivent pas à survivre avec subvenir à leurs besoins, même à survivre avec leur salaire, avec le fruit de leur travail. Donc c'est ça qui est. C'est quand tu arrives dans une économie telle que celle-là,
c'est que la précarité Oui, est c'est là, étendu, elle bien est sûr. présente. C'est phénomène américain. Et quand tu me dis que c'est la 6e ou la 7e puissance mondiale, je suis désolé, mais je n'y crois pas une seule En seconde. parité de pouvoir d'achat, ça n'est plus. Mais par contre, un truc important qui est choquant, c'est un truc qu'on n'a pas relevé. 3 présidents, 3 couleurs politiques différentes, soi-disant, tous d'accord sur la question sioniste, à savoir on soutient Israël, quoi qu'il arrive, en dépit du fait que notre peuple n'est pas d'accord. Et ça interroge sur la qualité de ces présidents. Il y a une Très rupture bien. entre les élites et la population Clairement, oui. dans l'Occident. Très bien, merci Faisal. On va passer à un deuxième sujet. Est-ce qu'on va aujourd'hui, Nassima, vers la libération du plus vieux prisonnier d'Europe, oui. qui est donc Georges Ibrahim Abdallah? Oui, tout à fait. Il est le plus vieux prisonnier de guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé en Europe. C'est ce qu'il a demandé comme titre Najib Mikati, le Premier ministre libanais. Ils ont formulé à 2 reprises officiellement des courriers pour qu'il soit extradé vers le Liban en 2012 par Mikati et en 2018 par Michel Aoun. Ça a été refusé, bien sûr. Et aujourd'hui, on annonce sa libération, mais malheureusement, elle n'a pas été encore retenue. Ce serait le 6 décembre. Tout à fait. Et donc, on a même un enregistrement de son avocat. C'est ça, exactement. On écoute donc à ce propos l'avocat du détenu libanais. Bonjour, Jean-Louis Chalancé, avocat de Georges Ibrahim Abdallah. Hier, le tribunal d'application des peines a estimé qu'il devait être libéré après les 40 ans de détention qu'il a accomplis en France pour des faits pour lesquels la plupart des militants politiques ont été libérés après 24 ou 25 ans de détention. Le régime d'exception dont il a fait la preuve dans cette durée de prison est lié notamment aux pressions du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui était encore présent lors de l'audience pour s'opposer à sa libération. Le procureur antiterroriste a relevé appel de cette décision, manifestement sous pression des États-Unis, puisqu'en réalité, leur souhait est qu'il meure en prison. Cependant, il s'agit d'une première victoire juridique, une première victoire politique, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'un arrêté d'expulsion soit pris par le ministre de l'Intérieur français et qu'il suffit que l'ambassadeur du Liban, comme il s'y est engagé, le prenne à sa sortie de détention et le ramène au Liban. Donc, en tout état de cause, aujourd'hui, c'est un premier pas vers sa libération définitive. Voilà, c'était donc Jean-Louis Chalancé, avocat du détenu libanais Georges Ibrahim Abdallah. Gamal Abina, on vient de l'entendre, il disait que le souhait des Américains et des Français est que ce monsieur meure en prison. Tout à fait. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'être tué une fois libéré? Alors non, il voulait qu'il meure en prison, c'est vrai, c'est une pression américaine. Il faut savoir que la peine maximum, c'est 22 ans, incompressible. Bon, on est passé à 40 ans, donc c'est le plus vieux prisonnier politique. C'est pas un prisonnier d'autre chose, c'est politique. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais refusé, il n'a jamais accepté de dire pardon ou de révoquer ou de refuser sa cause. Chrétiens d'Orient, il faut le rappeler, on aime beaucoup les chrétiens d'Orient quand ils prennent des bombes, mais pas quand ils sont acteurs politiques. Et j'ai eu la chance un soir, je vais vous donner un petit secret, de dîner avec Jacques Vergès, on avait organisé ça avec des Algériens, et il nous a confié directement, alors je lui ai donné un drapeau algérien, ça c'était assez fier pour les 50 ans, il nous a confié qu'il allait donner ce drapeau à Georges Ibrahim Abdallah, avec une casquette algérienne, parce qu'il était très fier de ce qu'était notre révolution. Et surtout, il expliquait qu'effectivement, il ne sortirait pas de prison. Là, c'est un miracle, quasiment, quoique ce n'est pas encore acquis. Il ne sortirait de prison que les pieds devant. C'est-à-dire que la France a tout fait, surtout les États-Unis, pour qu'il ne sorte jamais de prison. Parce que la symbolique de cet homme, c'est quoi? C'est le chrétien libanais qui a épousé la cause palestinienne, c'est ça qu'on lui reproche, et qui aurait commis des attentats. Ce qui n'est pas vraiment documenté, mais ça leur suffit. Les États-Unis voulaient sa peau parce qu'évidemment, ça fait suite à l'histoire du Drakkar, ça fait suite à la résistance libanaise qui s'est organisée contre la présence coloniale américaine et française, parce que c'était clairement une présence coloniale, on ne va pas se raconter l'histoire. Et Georges Ibrahim Abdallah était devenu un symbole de cela. Et tous les ans, des militants palestiniens, enfin pro-palestiniens et pro-libanais, manifestaient à Paris pour sa libération. Et c'est surtout des gens de gauche d'ailleurs, ce qui était plutôt de gauche. Malheureusement, on n'était pas entendu parce que la France, qui prétend défendre les droits de l'homme, démocratie, tout le reste, ne respectait pas le droit qui lui était applicable sur le territoire, à savoir 20 ans, 22 ans de prison maximum, et après on libère. Ils n'ont pas voulu pendant des années. Parce que le parquet national antiterroriste, le PNAT, a fait appel à la décision des juges d'application des peines, parce que théoriquement, effectivement, Georges Ibrahim Abdallah devait être libéré le 6 décembre prochain. Il devra attendre, selon la loi française, pendant 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire d'ici le mois de mars. Et les Américains ne veulent pas qu'il soit libéré parce qu'ils l'ont accusé, alors qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve qu'il a été impliqué dans l'assassinat de l'attaché militaire de l'ambassade américaine à Paris, Robert Ray.
Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le libérer. Et ça pose aussi des questions sur le niveau de l'indépendance de la justice française par rapport à des puissances étrangères. Comment une justice qui appartient à un État souverain subit des pressions d'un État extérieur, d'une part. D'autre part, je pense qu'il sera libéré parce que l'ambassade de Beyrouth, du Liban à Paris s'est engagée à faire sortir Georges Brahim Abdallah de France, parce que c'est la condition posée par les juges d'instruction, parce qu'à ce jour de la situation de la crise au Liban, vous savez qu'au Liban, il n'y a pas encore de président. Maintenant, il n'y a qu'un Premier ministre. Les Occidentaux, une certaine partie des Occidentaux veulent avoir un interlocuteur valable, un interlocuteur qui pourrait éventuellement participer à des négociations, à des discussions, notamment pour un retour au cessez-le-feu ou à l'arrêt des hostilités au Liban, même si Tel Aviv disent aujourd'hui qu'elle garde le droit de frapper à tout moment le Liban. Pardon, moi je reviens justement à ce que tu viens d'évoquer, finalement c'est la souveraineté de la justice française qui est remise en cause. Si les Américains doivent faire des pressions pour ne pas libérer un prisonnier de 73 ans, 40 ans de prison, alors qu'il était libérable il y a plus de 9 ans, alors que, comme je viens de le dire avant il est libérable depuis 99, on l'avait dit la dernière fois. Et qu'il y a eu une demande formulée par le Premier ministre et le président à l'époque de la République libanaise, il n'y a pas eu de suite à cela. Et je vais vous dire une chose, que c'est vrai que Georges Abdallah, mais il y a eu après Georges Abdallah, beaucoup de Georges Abdallah qui sont convaincus par la poursuite du combat. Ils ne sont pas prêts à lâcher Georges Abdallah. Exactement. Et là, on va rebondir aussi, et bientôt on assistera aux négociations quant à Marwan al-Barghouti, qui va être parce que l'homme de négociation. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Et parce que très rapidement. Mais je pense qu'il y a un point qui mérite d'être souligné. Le cas de Georges Brahim Abdallah est extrêmement choquant, parce qu'il faut rappeler que c'est un combattant libanais qui, en 1984, a été arrêté alors qu'il était en résistance armée au sein de la fraction libanaise révolutionnaire, enfin la fraction armée révolutionnaire libanaise, pour défendre son pays, sa patrie, contre une agression trilatérale qui était franco-israélo-américaine contre le Liban, et qu'il a été traité comme un prisonnier, un banal prisonnier de droit commun, alors qu'il devrait répondre normalement au droit de la guerre, qui est un droit particulier, qui n'est pas la même chose qu'un prisonnier de droit commun. Et dans cette droite ligne, permettez-moi aussi de rappeler les propos d'une prix Nobel de littérature, donc Annie Ernaux, qui considère finalement Georges Brahim Abdallah comme étant un prisonnier qui a été victime d'une justice d'État qui fait honte à la France, si je puis dire. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que cette décision donc, de libérer Georges Brahim Abdallah a un lien avec l'escalade des violences au Liban? C'est très difficile à dire. Je pense que ce n'est pas à détacher, mais c'était très surprenant. Quand j'ai appris la nouvelle, il y a 2 jours, je crois, j'en croyais pas mes oreilles. Après, quand j'ai commencé à lire le détail, on voit que le parquet fait appel, on se rend bien compte qu'il y a des pressions extraordinaires. Mais en même temps, c'est une façon, c'est une façon politique française qu'on connaît très bien. On tape fort à droite, on fait semblant de donner une petite pichenette à gauche. Comme récemment, pour l'histoire de reconnaître l'assassinat d'un grand résistant algérien de la part de M. Macron, c'est une petite pichenette comme ça, on vous donne une petite sucette et on attend. Alors je pense que c'est une façon de calmer un peu le jeu, mais en vérité, je pense aussi que le parquet, malgré tout, a une certaine indépendance. C'est un contre-feu. Oui, c'est un pare-feu. Et en même temps, le JAP a fait du droit, tout simplement. Il respecte le droit. Il voit bien qu'il y a un problème en termes de droit. Et ceux qui s'y opposent, c'est une juridiction qui est quand même d'exception, à savoir une juridiction antiterroriste qui, elle, arrive très tard dans le droit français. Et c'est celle-là qui voudrait empêcher sa libération. Mais la pression américaine n'est pas absente. C'est une énorme pression qui est exercée sur lui parce qu'ils veulent le voir mort en prison, c'est clair. Mais ça a été annoncé déjà à l'époque. Ça a été annoncé que Hillary Clinton, qui a été ministre des Affaires, secrétaire d'État, ça a été annoncé publiquement que le département d'État américain a demandé à la France de ne pas libérer Georges Brahim Abdallah. Donc très clairement, la justice française, elle est hors la loi sur ce dossier-là. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un Mandela
de la cause palestinienne. Oui, il est appelé, il est considéré comme ça. 13 ans de plus de prison. Plus que Mandela. Oui, Mandela, c'est 27 ans de prison. Ouais. Mais en plus, c'est pareil, Mandela est accusé de terrorisme, enfin, ce genre de fantaisie. Lui, il est accusé, non pas parce qu'il a eu des actions violentes, on ne sait pas s'il y a eu, en réalité, même lui, il ne revendique pas ça, il ne dit pas j'ai commis. Mais on lui met sur le dos, un peu comme Carlos, tout un tas de choses pour essayer de caractériser le fait des attentats de Paris qui ont existé, il n'y a pas de problème, Marbeuf, rue de Rennes, mais qu'on voudrait lui mettre sur le dos. Alors, on ne lui met pas sur le dos ces attentats, mais on essaie de faire une nébuleuse comme ça, enfin, même pas islamiste, il est chrétien, une nébuleuse terroriste. C'est un peu la base. C'était compliqué. Le fait qu'il ne soit pas musulman, c'était Oui, ça les embête, mais il n'y a pas que lui. Ça les aurait arrangé qu'il soit musulman. Oui, absolument. Je vais te donner un proverbe où je vais changer qu'un mot. Ouais. La politique a ses raisons que la raison elle-même ignore. Il y a un mot que je changeais là-dedans. Elle-même. On a raison. Mais ça s'inscrit aussi dans une logique coloniale. C'est-à-dire que le colonisateur veut toujours dénier le droit aux colonisés de se défendre et de se défendre par les armes aussi. Mais je pense que le gouvernement français cherche l'équilibre aussi. Parce que d'une part, il y a les présidents qui partent au Stade de France assister au match France-Israël. Et en même temps, le lendemain, on annonce la libération prochaine de Jean On évoquait justement le soutien, on évoquait le soutien à la cause palestinienne. Il faut qu'on avance, je suis désolée, on a assez parlé de ce sujet. On va passer à autre chose. On continue à parler du soutien à la cause palestinienne et le dernier soutien en date, c'est celui de l'Espagne. L'Espagne qui a donc interdit à une cargaison d'armes en direction de l'entité sioniste, donc d'accoster au niveau de Algeciras. Donc si c'est bien ça, oui c'est bien ça. Donc c'est un conteneur accusé de transporter des armes sionistes, Faisal. Oui, effectivement, l'Espagne a pris cette décision parce que c'est de la logique du gouvernement espagnol qui est l'un des rares gouvernements européens à avoir quand même une attitude respectable par rapport au génocide à Gaza. L'Espagne a suspendu la bande d'armement, même si la proportion est très très faible pour l'entité sioniste. C'était aussi des décisions prises par d'autres États européens comme l'Irlande, il me semble la Norvège aussi, même si l'entreprise, parce que il faut noter que l'entreprise qui transporte les armes, c'est une entreprise danoise qui s'appelle Maersk. Cette entreprise transporte 80% de l'armement qui part à Israël à partir des États-Unis. Les États-Unis fournissent près de 70% d'armement à chaque fois. C'était un vrai import. Et ce qui est un peu désolant, mais ça ne choque personne, c'est que cet armement est financé par le gouvernement américain. 3,3 milliards ont été décidés par le Congrès, en plus des 500 millions de dollars qui ont été donnés pour entretenir la dome, ce qu'ils appellent la dome de fer, etc., contre les missiles, etc. Et le deuxième fournisseur, vous voyez comment l'histoire, elle se répète ou elle revient d'une autre manière, c'est que le deuxième fournisseur de l'Israël, c'est l'Allemagne. Près de 29% de l'armement qui part en Israël vient d'Allemagne. Est-ce qu'il y a un problème de... C'est faux. Oui, c'est incroyable. Le 1%, c'est la France et un autre pays. C'est pour rester dans le même ordre d'idée. C'est vrai que l'Espagne exprime sa solidarité en direction de ces pays-là et condamner l'entité sioniste par ce genre de sanctions. Et l'Espagne qui essaye de rallier aussi les autres capitales européennes. Tout à fait. L'Espagne a pour moi l'attitude la plus noble. Avec l'Irlande. La plus noble avec l'Irlande. L'Irlande, la Belgique. Non, avec l'Irlande. Les deux pays les farouches opposants au génocide qui se passe actuellement en Palestine dans l'Union européenne, il faut savoir se dire les choses, c'est l'Espagne et l'Irlande. C'est les deux qui, dès le premier jour, ont haussé le ton et ont dit on arrête le massacre. Les deux pays, ces deux pays, pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un passé aussi qui a été une guerre civile en Espagne avec Franco et en Irlande. On sait très bien, avec la colonisation qu'il y a eu. Donc, l'Empire britannique. Comme l'Algérie, regardez bien comment ça... Comme l'Algérie qui a vécu le colonialisme dans sa chair, dans son sang, et ben automatiquement, ça en devient un défendeur premier. Mais on a l'impression que l'Espagne finalement soutient aussi les pays opprimés parce qu'il y a aussi ces manifestations, Mahdi, je vous coupe 2 minutes, ces manifestations à Madrid en soutien au peuple sahraoui également. Exactement, mais il y a aussi autre chose, c'est que le travail que font les députés espagnols au Parlement européen, Gamal, tu as vu, c'est les députés, la femme, voilà, les députés espagnols au Parlement européen, je peux vous assurer, c'est juste impressionnant. Quand ils prennent la parole pour défendre les positions palestiniennes, pour défendre ce qu'il se passe et pour dire haut et fort dans l'enceinte, dans l'hémicycle du Parlement européen,
que ce qui se passe actuellement en Palestine est un génocide, il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont ce courage-là. Donc il faut le souligner, il faut le féliciter et il faut surtout l'encourager. Malgré, c'est pour rester justement, malheureusement, l'Espagne qui a pris des positions ainsi que les autres capitales européennes à côté de la cause palestinienne et ce qui se passe aussi au Liban. Malheureusement, les voisins, il y a eu une déclaration d'un universitaire en exil, Mohamed El-Betawi, qui avait intervenu sur les ondes d'une chaîne de radio algérienne nationale. Il a certifié avec des preuves tangible qu'il y a eu 3 opérations de bateaux qui ont, en provenance des États-Unis, qui ont accosté au port de Tanger pour transporter des armes et des munitions, des médicaments, ainsi des courriers. Après avoir été refoulé des côtes espagnoles. Tout à fait. Et de ravitaillement pour les soldats, pour les guerriers marocains qui sont aux côtés de l'entité sioniste. Pour vous dire, parce que, alors il a expliqué le pourquoi de la chose, parce que ces combattants-là, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas utiliser les armes de l'entité sioniste qui répondent à des techniques, à des technologies, donc ils ont préféré les fournir avec les armes sur lesquelles ils ont l'habitude de combattre. Non, ça ne me surprend pas parce qu'il y a déjà la trahison des élites marocaines et pas des peuples. Le peuple est pro-palestinien, c'est même pas discutable. La trahison des élites est évidente. Mais j'ai envie de dire simplement par rapport à la question, alors il y a 3 pays en vérité en Europe, 2 qui ne me surprennent pas, l'Irlande parce qu'elle sait ce que c'est que la barbarie coloniale anglaise, ils ont connu dans leur chair. Oui, jusqu'au siècle dernier, jusqu'à la moitié du siècle, donc ils savent ce que c'est. Et les Irlandais ont toujours été très proches du monde arabe pour ça. La Grèce est aussi très proche des Arabes, on ne se rend pas compte, mais ils ont même pendant la guerre civile à l'époque du Liban, ils étaient très présents. Oui, mais la Grèce n'ont pas les... Excuse-moi. Non, ils n'ont pas se passer. Mais il y a un point commun, n'oublie pas. Les généraux d'extrême droite grecs qui ont fait mal à la population, tout comme en Espagne avec Franco, qui était un fasciste. Et le fascisme, c'est là où c'est intéressant. L'Espagne, il a très bien compris le fascisme sioniste, c'est le même que celui de Franco. Mais tu ne vas pas comparer le poids de l'Espagne, qui est, excuse-moi, quand même un mastodonte sur le plan européen, à la Grèce. Non, je ne comprends pas, je dis juste. Ça veut dire que quand moi je te dis, ce que j'essaie de t'expliquer, Gamal, c'est que quand un pays comme l'Espagne, avec le passé qu'elle a eu, s'oppose littéralement au génocide, c'est un poids qui est vraiment pas négligent. Et quand tu vois la force et toute la hargne que mettent les députés espagnols au Parlement européen, tu vois comme quoi c'est pas quelque chose qu'ils font. Mais moi, ce qui me surprend, c'est ils le font vraiment du cœur. Et ça, je te le dis, c'est une fierté. Oui, ils sont sincèrement convaincus. C'est des gens engagés, convaincus. Ce sont des gens qui engagés, qui ont des convictions profondes et personnelles, et surtout qui n'obéissent à aucun lobby. Mais j'ai envie de dire c'est ça la différence. On a une analogie. Tu as des gens qui obéissent à des lobbies, qui font des choses qui ne pensent pas réellement. Tu comprendras de qui je parle. Et tu as des gens qui justement le font par humanité, par humanisme, par... Peut-être qu'ils ont vécu les mêmes expériences au niveau Samy voudrait intervenir. Tu comprends? Alors j'ai envie de dire que cette nouvelle qui est très choquante de ce énième navire qui a été refusé dans les ports espagnols et qui a élu domicile dans un port marocain, celui de Tanger, est une énième compromission et trahison de ce régime tyrannique marocain contre le peuple palestinien qui subit aujourd'hui un génocide. Il s'agit également d'une participation active, je dis bien une participation active, des autorités marocaines au génocide contre le peuple palestinien. Au même moment, effectivement, l'Espagne se démarque et a affiché une position honorable sur le continent européen. Et au sein de l'Union européenne, il faut rappeler que l'Espagne est un des premiers pays qui a reconnu l'État de Palestine, puis l'Espagne aussi, en fait il faut rappeler aussi Joseph Borrell qui est ce haut-commissaire des affaires étrangères de l'Union européenne et qui est espagnol aussi. Ou même le portugais, il ne faut pas oublier quand même, il est pas mal. Et qui a rappelé cette semaine sa volonté de proposer au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre le dialogue politique avec cette entité voyou et fasciste qui est celle de l'entité sioniste. Très brièvement, il faut rappeler aussi qu'actuellement, sur un autre dossier, en plus de la question de la noble cause palestinienne, des manifestations très importantes ont eu lieu aujourd'hui
à Madrid Oui, je le disais tout à voilà, l'heure. pour la question en faveur du soutien à la question de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et pour appeler aussi l'Union européenne à appliquer les résolutions de la Cour de justice de cette union. Et on rappelle que c'est à l'occasion de la 4e année de la rupture du cessez-le-feu au Sahara. Tout à fait, et ça intervient aussi avec une date très importante, celle du 14 novembre 1975, qui est celle des accords honteux de Madrid, et qui visait à partager, donc c'était un partage colonial du territoire occupé du Sahara occidental, entre la Mauritanie, le Maroc, mais bon, il faut rappeler que la Mauritanie s'est retirée de ces accords en 1979. Moi je pense, même si ce n'est pas visible dans les médias, il y a quand même beaucoup d'Européens qui apportent leur soutien au peuple palestinien, par humanité aussi, au-delà des idéologies, de la politique, etc. Parce qu'on ne peut pas être insensible lorsqu'on voit des bébés brûlés vifs, des mamans tuées avec des bébés dans leur ventre, des vieillards tués, les secouristes attaqués, des journalistes attaqués, parce qu'on a oublié le bilan de nos confrères. On a plus de 170 journalistes tués dans une courte période, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Moi, je dirais plutôt assassinés tués, parce qu'ils sont ciblés. Ils ont ciblé, oui, ils ont ciblé. Je termine. Laissez-le finir. Je termine, s'il vous plaît. Donc il y a quand même des résistances, j'ose dire. Il y a des gens qui lèvent la voix, il y a des députés belges qui sont très actifs, qui ont élevé la voix, y compris contre l'ambassadrice, je pense, d'Israël à Bruxelles. Il y a aussi une forte opinion publique en Norvège aussi, contre les crimes d'Israël. Il y a aussi la Slovaquie, où il y a aussi... Donc en Europe, il y a quand même des mouvements, il y a des réactions des étudiants, des universitaires, des intellectuels, malgré la terreur, parce qu'il y a une terreur qui est appliquée contre les enseignants lorsqu'ils lèvent la voix. À chaque fois qu'on dit un mot, c'est l'antisémitisme. On peut sortir de cette carte d'antisémitisme à tout moment. Donc il y a quand même des résistances. En député, il ne faut pas oublier Rima Hassan. Bien sûr. Qui est attaqué chaque jour. Et tous les jours attaqué par les médias. Agression maintenant. Voilà, on lui demande... On ne cesse de l'attaquer, c'est clair. Mais regardez le comportement de l'armée, qu'on dit l'armée la plus morale du monde. La plus morale. Comme si l'armée pouvait être morale, déjà. Voilà. Déjà, mais le comportement des soldats de l'armée génocidaire, des génocidaires et des criminels. C'est honteux ce qui se passe. L'armée sioniste. Déjà, j'aimerais qu'on arrête de les nommer. L'armée sioniste. L'armée sioniste, vous avez même des militaires qui jouent avec leur portable, ils font dynamiter. Ils font dynamiter des maisons qui dédicacent à leur propre épouse. C'est dire à quel point dans les maisons, dans les foyers, on rit de cette situation. Oui, ils n'ont pas d'âme, aujourd'hui. On a vu des bateaux qui embarquaient des populations pour aller voir ce qui se passait. Ça les amuse. Ça les amuse, ils en font du tourisme. C'est quand même incroyable. Une attraction. À quel point... c'est monstrueux. À quel point c'est monstrueux ce qui est en train de se produire. C'est que pardon Samy, on me dit dans l'oreillette qu'on doit avancer, on ne peut pas continuer à parler de ça. Il faut également revenir sur le fait que la Turquie a décidé de rompre ses relations avec l'entité sioniste. Le président Recep Tayyip Erdogan l'a annoncé cette semaine. Allez-y Samy. Écoutez, c'est une nouvelle que l'on salue, qui est extrêmement importante, parce que la Turquie a annoncé cette semaine la rupture de ses relations diplomatiques et commerciales avec cette entité barbare et sauvage. Et cela s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui est celui de l'isolement de l'entité sioniste sur la scène internationale. Cette entité est en train de prendre le chemin de l'ancien régime de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est celui de l'entité paria, c'est-à-dire celui que l'on veut finalement éviter à tout prix. Et il y a quelques minutes, j'ai rappelé aussi ce point de Joseph Borrell qui est aussi un indicateur assez riche, parce que l'Union européenne semble aussi prendre ce chemin. Je voudrais souligner, Mounouhed, si vous voulez. Rapidement, Faisal, parce que c'est la pub. Rapidement, oui, parce qu'il y a beaucoup de pays quand même qui ont rappelé leur ambassadeur à Tel Aviv et ont rompu leurs relations. Je citerai l'Honduras, le Chili, la Bolivie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Tchad, la Turquie. Et la Turquie a rompu ses relations commerciales depuis très très longtemps avec l'entité sioniste. Très bien. La pub. Isolement diplomatique. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez Hebdo Show sur Al24 News. Nous l'évoquions à l'instant. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc annoncé la rupture des relations d'Ankara avec Tel Aviv. Gamal Abina.
Ça rassure parce qu'il faut savoir que M. Erdogan était sous pression. Alors il y a les kémalistes qui sont ultra-sionistes, il y a l'opposition qui était très proche d'Israël évidemment, et il y a cette réalité. Il a fallu du temps pour qu'il puisse enfin rompre les relations honteuses que la Turquie, avant lui, avait nouées. Pourquoi? Parce qu'il montre la voie à une chose qui est positive, c'est-à-dire que les pays qui ont noué des relations, et le pire c'est les pays arabes, parce qu'encore la Turquie, elle peut considérer que le passé était une trahison, ces pays n'ont pas le courage que lui, il a fini par avoir, alors qu'il a des pressions énormes sur les épaules. Erdogan fait quand même partie de l'OTAN, Erdogan c'est quand même l'axe occidental, Erdogan c'est la pointe avancée de l'OTAN dans la région, et Erdogan c'est un président qu'on a voulu abattre par un coup d'État en 2016-2017, je ne me trompe pas. Donc tout ça, c'est un écosystème qui n'est pas favorable, c'est 2016 2019, je crois, non, quand il y a eu le coup d'État. Non, je crois que c'est plutôt. Il y a eu la bombe. Ouais. Et donc, il y a eu des attentats chez lui, c'est récurrent. Donc, le fait qu'il fasse ce geste-là, d'abord, il sait que c'est un minimum syndical par rapport à ces malheureux Palestiniens. Ensuite, il sait qu'il y a eu quelques égarements par rapport à la Syrie. Et il sait surtout, aujourd'hui, que s'il ne le fait pas, et lui qui voulait un petit peu montrer que la Turquie était un peu une sorte de porte-drapeau du Moyen-Orient, eh bien, il ne serait pas à la hauteur de ses attentes, sachant que dès le départ, il était très vent debout vis-à-vis de l'antisécionniste, et sachant qu'il y a eu l'affaire du navire Marmara, le bateau qui avait été attaqué par les sionistes. Oui, mais la Turquie, elle est membre, je termine maintenant, en 2016. La Turquie est membre de l'OTAN quand même, c'est très important. Parce que l'OTAN, il y a quand même, on pensait qu'il y a eu un certain consensus pour le soutien d'Israël, mais là, la fissure a commencé. La Turquie est un pays puissant, c'est la seule puissance de la région qui peut pulvériser Israël sur le plan militaire. Et je pense que cette décision est importante, d'autant plus qu'il n'y a pas d'ambassadeur de l'antisioniste à Ankara depuis très longtemps déjà, et que cette mesure va ouvrir la voie. J'ai un peu suivi ce qu'ont écrit les médias sionistes, etc. Bien sûr, évidemment, on a pu sortir on a rappelé qu'Erdogan était un islamiste, on a rappelé ceci et cela, mais c'est un discours habituel. Mais je pense que c'est une décision qui va complexer certains voisins de l'antisionisme dans la région. Faisal, il me semble aussi, il sait très bien que le danger arrive à ses portes. Donc, dans le projet de l'entité sioniste, c'est l'extension vers la Turquie et toute cette zone-là. Donc, il était temps qu'il réagisse alors que lui-même, il n'a pas protégé la Syrie pendant les 11 années de guerre. Il faut dire qu'il a été partie prenante de la guerre, dans l'instabilité, bien sûr, de la Syrie, y compris un petit peu du côté de la Palestine. Là, ça fait plus d'un an de guerre. Erdogan, il ne s'est pas prononcé sur ce qui se passe à Gaza. Il s'est prononcé auparavant, il y a beaucoup de déclarations. Timidement, parce qu'il avait beaucoup... Il y a eu des discours très timides, parce qu'il avait beaucoup d'intérêt économique avec l'entité sioniste. Là, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc, et là maintenant, parce qu'il a senti le danger s'approcher à ses portes automatiquement, et d'ailleurs, selon les informations de l'entité sioniste, tout au niveau de la frontière, tous ces chars et toute une escalade au niveau de la protection. Ce qui est certain, c'est que Erdogan maintenant a eu un acquis de conscience. Je pense quelque chose de très sincère, qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il y a autre chose. Quel courage de l'armée sioniste de tirer sur des civils désarmés à partir de forteresses volantes. Oui. Tout à fait. Oui. Quel courage. Aucun risque. Est-ce qu'on peut appeler ça une armée? Je ne sais pas. Si ce sont des gamins derrière des joysticks dans des maisons qui envoient des drones pour tirer sur des enfants, des femmes et des vieillards, et pour eux ce sont des militaires, non, ce sont des lâches. Donc, pour moi, ce n'est même pas considéré comme une armée à part entière. Ils devraient avoir honte de ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas. Il y a un proverbe qui est connu. Quand la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Donc, un jour ou l'autre, ils devront répondre de leurs actes devant l'histoire. C'est pas une question de temps. C'est une question de sagesse. Ils n'ont aucune légitimité, peu importe dans le monde. Les gens comprennent et les gens sont au courant que ce qui est en train de se passer est une barbarie à ciel ouvert. Et tant mieux qu'Erdogan ait ce courage politique. Ouais, et justement pour Erdogan... Attendez Samy. Je continue ce que dit Mahdi par rapport à Erdogan. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères israélien qui s'appelle Israel Katz. Je pense qu'il est actuellement ministre de la Défense. Il menace directement Erdogan. Erdogan suit les traces de Saddam Hussein.
Il devrait se rappeler comment ça s'est terminé pour lui. Ça veut dire que tout de suite après la déclaration du président turc, on le menace directement. Ça veut dire que la Somalie, la défense, il va encore envoyer un avion de loin pour le Mossad et les services secrets. Quel courage. Ils ont la capacité. Non, c'est des vulgaires terroristes, ils font rien du tout. Ils savent taper sur les petits et les faibles. Ils assassinaient beaucoup de Palestiniens à Paris, ça c'est facile d'envoyer des bombes. Mais par contre, tuer des forts, ils y touchent pas. La preuve, l'Iran les fait trembler. On a vu comment il tremblait avec ses deux mains quand il a une seule attaque. Je vais dire un truc par rapport à la question de la Turquie. Erdogan est sous pression, mais il y a une chose extraordinaire. Il faut vraiment saluer le peuple turc pour ça. C'est qu'ils ont boycotté tous les acteurs qui participent au génocide. Je parle des McDo et tous les produits génocidaires. Et c'est des boycotts. Mais c'est plus que BDS. C'est un mouvement, c'est un boycott total. C'est-à-dire que les Turcs se mettaient à l'entrée des magasins pour que les gens n'y rentrent pas. Et maintenant, ces firmes sont en train de plier bagages et c'est très bien. En fait, par rapport à ces forces d'occupation sionistes, il y a un élément qui est important à mettre en évidence, c'est que cette semaine, un comité spécial onusien a officiellement reconnu que les méthodes exercées par cette entité à Gaza correspondent aux caractéristiques du génocide. Donc le génocide est clair, net et précis. On n'a pas besoin d'un comité. Non, bien sûr, mais en fait, mais regarde ces médias. Quand je te dis que l'ONU est obsolète, je le dis devant je ne sais pas combien de centaines de milliers de téléspectateurs. L'ONU n'a plus de poids. Mais malheureusement, l'ONU est à la botte. Est à la botte des États-Unis et donc par ricochet à la botte de l'État sioniste. C'est une vérité, c'est un fait. Qu'on me sorte encore une nouvelle commission, qu'on me sorte encore des nouvelles résolutions, qu'on me sorte encore des nouvelles, je ne sais pas comment tu appelles ça, des nouveaux colloques, qu'ils nous font des séminaires à ne plus savoir quoi en faire, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2024, des enfants, des personnes âgées, des femmes sont attaquées, sont brûlées vifs, chez eux, dans leur maison, sur des routes, ils errent dans la rue toute la journée pour trouver de l'eau, pour trouver juste de quoi boire, de quoi se nourrir. Bien sûr, c'est très juste que tu dis, mais tu as pas vu pourquoi encore une commission supplémentaire? Tu n'as pas vu finalement le ridicule de certains médias occidentaux qui s'évertuaient à dire non, ne prononcez pas le terme de génocide, etc. Et aujourd'hui, on a un démenti officiel des Nations Unies. Écoute, je prends la responsabilité de mes mots. Et moi, comme Gamal d'ailleurs, je suis entre l'Europe et l'Algérie. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la peur a changé de camp. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Iran. C'est un très très bon exemple dans la région de l'Iran. On l'a déjà dit sur ce plateau et on le redit. Et donc, aujourd'hui, très clairement, la peur est en train de changer de camp. À un tel point que vous avez plus de 1 million d'Israéliens qui ont quitté la Palestine occupée. Et ça, aucun média mainstream n'a pas. Ce qui est intéressant de le dire, c'est qu'ils sont partis où? Chez eux. Chez eux. Ils sont retournés chez eux. Évidemment, la terre promise, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Généralement en Pologne et en Ukraine. La ville de Haïfa est évidée, mais il faut noter aussi qu'il y a un autre génocide qui ne passe pas peut-être. C'est la capitale économique. Oui, c'est le génocide culturel. Parce que ils détruisent tout. L'armée sioniste est en train de bombarder des villes symbolique au Liban. La ville de Sour, Tyr et la ville de Baalbek. Ils sont en train de détruire. Aujourd'hui, par exemple, Nassima, ils ont bombardé à côté d'un site classé par l'UNESCO, patrimoine mondial culturel. C'est l'hippodrome antique ou le cirque romain de Tyr. Et aujourd'hui également, ils sont en train de frapper à côté de certains temples romains. Est-ce qu'il y a une volonté de dépasser aussi des traces civilisationnelles et culturelles de Liban, comme ils l'ont fait en Syrie, en Irak et ailleurs? Ça ne rappelle pas quelque chose? Si. Vous ne vous rappelez pas Daesh, les monstres qui détruisaient Palmyre? Alors, on est le même ordre d'idée. Il y a eu une demande du Premier ministre libanais Mekati adressée à l'ONU pour qu'on préserve les sites culturels du Liban, comme Baalbek, comme Tyr, comme même à Tripoli. Même à Tripoli. Baalbek, elle est ciblée. Elle est ciblée, de toute façon. Il y a eu 150 frappes sur cette ville. Très bien, merci à tous pour ce débat. Merci à vous également, Gamal Abina, d'avoir été avec nous pour cette partie de l'émission. Mesdames et messieurs, on passe tout de suite à notre espace culturel.
Et on entame cet espace culturel, tout d'abord en accueillant deux dames avec nous sur le plateau. Notre invitée, Madame Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grazie, buonasera. Tu te la pètes avec ton... Oui, je sais. C'est pas italien, m'a dit. Hein. Bien sûr. Nariman Zekar nous a également rejoint. Bonsoir Nariman. Buonasera Nouhed. Buonasera Nariman. Alors on commence avec ces nouvelles révélations qui ont été apportées sur l'écrivain Kamal Daoud. Exactement, de nouvelles révélations qui ont été apportées par le journaliste algérien Younes Sabar Sherif lors de son émission Mazal El-Hal, diffusée sur la chaîne privée algérienne One TV, sur les coulisses de l'écriture du roman Houri, prix Goncourt de cette année, et qui continue de défrayer la chronique et d'alimenter la polémique. On a d'ailleurs pu contacter nous-mêmes Saada Arban tout à l'heure, qui nous a révélé en exclusivité être prête à attaquer Kamal Daoud en justice. On l'écoute. Il a fait beaucoup de détails sur sa vie personnelle. Beaucoup de choses. Il y avait déjà le livre, quand il commence, il parle déjà d'une cicatrice dans le cou. Qu'est-ce qu'elle a? Il voulait que c'est un grand sourire. Il parle de quand elle mettait des... ouais, exactement. C'est pas que la cicatrice. Il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés dans le livre, qui parlent d'elle, explicitement d'elle. Les avocats vont se charger de tout ça. Beaucoup à vous, merci beaucoup. Merci. Kamal Daoud qui n'a vraisemblablement pas eu le temps de profiter de son prix, Faisal Matawi. Oui, il a eu le Goncourt pour le roman Houri, paru aux éditions Gallimard. Il faut noter que c'est un roman français, édité en France, et par un auteur français, parce que Kamal Daoud est maintenant de nationalité française, pas encore algérien. Mais disons qu'on est dans une affaire unique dans l'histoire des annales de la culture algérienne. D'abord, Kamal Daoud s'est inspiré d'un dossier médical. Il se trouve que ce dossier médical a été élaboré par Mme Aïcha Daoud, qui est l'épouse de M. Daoud, lorsqu'elle était à l'Usto, à l'hôpital de l'Usto également, à Sidi Chahmi. Il se trouve que Saada Arban, Nariman, était sa patiente. Donc, on est face à une divulgation d'un secret médical. Deux, ce roman, le premier titre de ce roman n'était pas Houri, mais Joie. Joie, c'était le prénom de Saada, parce que Saada en arabe, c'est Joie. Il s'est inspiré de l'affaire, on peut dire qu'il a repris, il a juste romancé l'histoire dramatique de Saada Arban, parce qu'il se trouve dans l'histoire des années 90 en Algérie que Saada Arban est la seule femme algérienne à avoir échappé à une tentative d'égorgement. Elle a été égorgée dans un village entre Tiaret et Djilfa à l'âge de 6 ans. Elle nous a montré la cicatrice d'ailleurs sur la vidéo qui va de là à là. Oui, et qui selon l'auteur Kamal Daoud ressemble à un sourire. Vous pouvez imaginer comment on peut se moquer des drames des gens. Et Mme Saada Arban a dit qu'il a dévoilé son intimité, qu'il a publié ça sans aucune autorisation, sans demander son accord. Et on a même tenté d'acheter son silence, parce que c'est elle-même qui le dit. On lui a proposé qu'elle participe à l'écriture d'un scénario d'un film qui sera produit à partir du roman de Kamal Daoud. Et en contrepartie, elle aura suffisamment d'argent, comme cela a été rapporté, pour acheter un appartement en Espagne. Donc vraiment, on passe à une véritable escroquerie. Parce qu'on peut avoir la gloire ailleurs, on peut dire qu'on ne peut pas écrire en Algérie, que la France a donné la liberté d'écrire. Mais quand on écrit un roman à partir d'une histoire où un secret médical a été dévoilé, donc franchement, c'est bafoué également et violé. Donc Mme Arban, je pense qu'elle a le droit de se pourvoir en justice, de défendre son droit d'abord en Algérie, mais également en France, parce que le roman est paru en France. Et le droit français, je pense qu'il donne suffisamment d'instruments pour se défendre.
Faisal, c'est un plagiat, c'est pas le prix Goncourt, on devrait l'appeler le prix plagiat, parce que le plagiaire est celui qui s'approprie indûment ou frauduleusement tout ou partie d'une œuvre littéraire, technique ou artistique, et certains étendent ceci par extension à un style, des idées ou des faits réels vécus. Le plagiat diffère de l'art du pastiche qui consiste à imiter ou à calquer les codes ou les figures d'expression d'un auteur, dans un but d'ironie, d'humour ou de dérision. Donc on est textuellement dans un plagiat total. Maintenant, l'imposteur est enfin démasqué, après qu'il ait gagné le concours, le prix Goncourt, le prix plagiat. C'est très simple, c'est un séisme, ce qui se passe actuellement dans le microcosme parisien de l'édition, plus précisément dans la maison Gallimard. On octroie un prix, ou offert, hein, ça dépend, parce que pour moi on lui a offert le prix, tout dépend de quel côté de la Méditerranée on se trouve, pour trouver le livre de Kamel Daoud comme un chef-d'œuvre littéraire. Ce chef-d'œuvre est le vol d'un dossier médical de son épouse, de sa patiente. C'est juste dégueulasse. C'est juste horrible. Ça n'a pas d'autre nom. Ce mec-là devrait avoir honte de ce qu'il fait. Parce que quand on entend la dame parler, l'appareil qui est mis au niveau de sa gorge, c'est parce qu'elle a été égorgée et que ses cordes vocales ont été tranchées. Donc, on est en train d'utiliser le drame de cette femme pour que monsieur soit dans les beaux salons parisiens à faire le coq en disant que c'est son imagination. Donc, il a dit ça, oui. Il a dit que c'est le fruit de son imagination. Donc, en plus d'être un plagiaire, c'est un mythomane. Donc, j'espère que cette dame va faire ce qu'elle a à faire, ça veut dire attaquer en justice ce bonimenteur. Et si elle a besoin d'aide dans ses démarches d'avocat, je suis sûr et certain que la solidarité algérienne sera, comme d'habitude, légendaire et fera le nécessaire et qu'elle ne sera en aucunement lâchée par nos autorités. Parce que ce monsieur, ce qu'il a fait, sur un plan de vue, allez, on va dire... moral. Non, sur un plan de vue, allez, business, allez, on peut passer. Mais voler le dossier médical à son épouse pour en faire un livre, c'est juste honteux. Dans le roman de Houri, le prénom a été changé, la fille est blonde, elle n'est pas noire, elle n'est pas brune, elle s'appelle Ob, Fajr et pas Saada, mais les détails donnés dans ce roman, ils sont quand même étonnants, parce que dans le roman, il parle de la cicatrice de Mme Saada Arban, parce qu'elle a une cicatrice, il parle des tatouages, parce qu'elle a un tatouage dans le dos et dans le bras, il parle de la canule, l'appareil, il parle du salon de coiffure, parce qu'elle était dans le salon de coiffure, il parle de l'avortement, parce qu'elle a avorté, il parle du lycée, l'autre fille où elle était avec son mari Omar, donc ils étaient dans ce lycée. Il parle de l'opération qu'elle devait subir en France. Il parle de sa relation conflictuelle avec sa mère adoptive. Donc tous ces détails se sont retrouvés dans le roman. Beaucoup de hasard, de coïncidences quand même. Ça fait beaucoup de coïncidences. Il faut noter seulement. C'est honteux et dégueulasse. Absolument. Il faut noter que dans le droit littéraire international, quand par exemple, Kamel Daoud a écrit le livre Meursault contre enquête. L'éditeur, c'était Barzakh en Algérie. Pour reprendre le personnage de Meursault, qui était dans le roman de Camus, il fallait demander l'autorisation des ayants droit de Camus pour utiliser le prénom d'un personnage fictif. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un personnage réel? Cela n'a pas été fait. Ça veut dire que le droit de Saada Arban a été bafoué. J'espère qu'elle aura des avocats, peut-être soutenus par l'État pour et Faisal, je vais te dire, la maison Gallimard va être poursuivie également. Hein, oui. En tant que maison d'édition, c'est sous la responsabilité de la maison Gallimard. Peut-être que l'éditeur ne savait pas que l'histoire a été volée. Mais c'est sous sa responsabilité. Oui. Donc ça veut dire que s'il a dit que ça venait de son imagination, il a dû écrire ou faire une attestation dans ce sens pour dégager la responsabilité de sa maison. Oui. Si tel n'est pas le cas, le prix Goncourt, parce qu'il y a énormément d'argent qui sont derrière ce prix Goncourt, je peux te dire que ça va leur coûter bonbon. Hein. Parce que l'éditeur peut gagner jusqu'à 25 millions d'euros. Hein. Exactement. En tout cas, cette affaire, on va la suivre et on verra ce que ça va donner et si cette dame va vraiment porter plainte et si ça apportera ses fruits. On passe tout de suite à la coopération culturelle. Et
La coopération culturelle, on s'y intéresse avec le partenariat historique Nariman entre Alger et Rome. Exactement, alors on va changer un peu d'ambiance sur le plateau et pour faire ça, je vous propose de faire un petit quiz aujourd'hui. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire ce que ça vous évoque. Alors, quel est le point en commun entre le film La bataille d'Alger, la mosquée Ketchaoua Kasbah, le palais des Raïs Bastion 23, la mosaïque Le Triomphe de Dionysos, qui se trouve au musée archéologique de Sétif, juste pour info, les basiliques Notre-Dame d'Afrique à Alger et Saint-Augustin à Annaba, ou encore l'opéra Bou'alam Bessaïh d'Alger. L'architecte italien. L'Italie. Oui, mais pas toutes, non, pas toutes. La contribution peut-être italienne aussi. Spécialiste de l'Italie. L'expertise. Coopération italienne. Spécialiste de la cuisine italienne. Non, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas, oui, la participation de l'Italie à tout ça. De l'Italie, mais pas que. Ce sont les fruits de la coopération culturelle qu'entretient l'Algérie avec plusieurs autres pays du monde sur différents segments. Ici, on a l'Italie, mais on a également la Chine et le Canada et la Turquie. Oui. Alors, on l'a vu, l'Algérie accorde une très grande importance à l'échange des expertises dans les domaines culturels, de la littérature, en passant par le design, la bande dessinée, les traductions d'œuvres cinématographiques, le cinéma, le patrimoine ou encore la musique. Depuis son indépendance, l'Algérie a signé une dizaine d'accords de coopération avec plusieurs parties. Alors on a la France, le Canada, l'Égypte, la Tunisie, la Russie, les États-Unis et bien sûr l'Italie. Donc outre la coopération dans le domaine cinématographique très florissant dans les années 60 et 70 et la création d'un institut culturel italien à Alger dès l'indépendance, la relation entre Alger et Rome est très étroite parce que de nombreux accords lient les deux pays dans un effort mutuel en matière de conservation de patrimoine culturel et artistique. Antonia Gandé, Alger et Rome partagent un lien et une histoire, un patrimoine qui remonte à l'Antiquité. On peut citer la prison de Jugurtha à Rome ou encore les ruines de Timgad à Batna, n'est-ce pas? Et bien sûr, plein d'autres monuments. Oui, vous avez tout dit déjà. Et justement, comment est-ce que vous voyez cette coopération? À travers quel domaine elle se concrétise, cette coopération algéro-italienne? Oui, comme vous avez dit, la coopération remonte à l'Antiquité. Donc, on peut dire que les patrimoines archéologiques, la présence du patrimoine archéologique en Algérie est très importante et on peut dire que la majorité des ruines romaines en dehors de l'Italie sont en Algérie. Bien sûr, ils sont aussi éparpillés dans tous les bassins méditerranéens, mais la majorité est en Algérie. Donc ça, c'est un point très important de notre coopération. À partir de là, on peut développer jusqu'à maintenant. Oui, justement, l'Italie reste un ancien partenaire de l'Algérie en matière du patrimoine archéologique. D'ailleurs, la coopération, elle était des années 1969 jusqu'à 75, où il y a eu un grand volume en matière de fouilles, de travail, de coopération. D'ailleurs, à l'époque 69-75, il y a eu une commission mixte afin de valoriser les archives scientifiques relatives au patrimoine archéologique. Il y a eu beaucoup de fouilles, il y a eu beaucoup de restauration et de revalorisation du patrimoine archéologique. Les dernières discussions avec le CNRA, qui est le Centre national de recherche archéologique, pour établir une carte archéologique de l'Est d'Alger. Oui, je confirme. Et c'est une des conventions qui a été renouvelée pendant à l'époque très importante de la visite d'État de notre président de la République, Sergio Mattarella, qui s'est rendu en visite d'État en novembre 2021. À cette occasion, plusieurs conventions ont été signées, et notamment cette convention entre le CNRA, le Conseil national de recherche en archéologie, et l'Université de Trento, pour la carte archéologique de l'Est algérien. D'Algérie, oui. Et donc, cette coopération est très fructueuse
et ça continue jusqu'à maintenant. Je suis les archéologues, je me rends aussi sur place pour les accompagner, mais aussi pour admirer le travail des fouilles qui est si intéressant, même si on n'est pas archéologue. Et donc la coopération continue entre les archéologues algériens et italiens. Notamment vers l'Est. Que représente pour l'Italie la coopération culturelle avec l'Algérie, justement? Alors, disons que l'Italie donne une importance majeure à la culture en général. Et vous savez, l'Italie a de très bonnes relations avec tous les pays, presque. Mais avec l'Algérie, c'est très important. Ça a toujours été très important, les relations dans tous les domaines, et notamment dans les domaines culturels. Et on peut simplement dire qu'après la visite d'État, cette coopération qui était déjà très bonne, très fluide et amicale, a pris, disons, une impulse encore plus fort, disons à partir du 21. Parce qu'il y a eu effectivement un échange de visites des deux présidents, M. Tebboune et M. Mattarella. Monsieur le président Abdelmajid Tebboune était très très bien reçu. Une visite d'État, c'était vraiment des honneurs dus au président algérien et également à l'Algérie. Qu'en est-il de la coopération? Parce que je sais qu'il y avait une discussion après la visite de M. Tebboune, une discussion pour qu'il y ait un accord de coopération dans le domaine de la production, la coproduction cinématographique. L'Italie est un grand pays producteur de cinéma, Cinecittà, etc. On ne va pas citer les noms de grands cinéastes italiens. Est-ce que cet accord est en train d'avancer? Parce qu'effectivement, en Algérie, on a besoin de coproduction en matière de cinéma. Bien sûr, ça avance. Ça avance, oui, l'accord sur la coproduction cinématographique avance. Vous savez, c'est chaque test, on doit, à chaque fois qu'il y a une modification, il faut les renvoyer, avoir l'accord de tous les sujets qui sont impliqués, du côté italien ou du côté algérien. Mais je peux vous rassurer que la coopération sur ces sujets spécifiques avance. En parlant de cinéma, justement, l'Italie a été l'invité d'honneur du festival méditerranéen du film de Annaba, où le réalisateur italien Nicola Zambelli a remporté le Fennec d'or du festival du meilleur film documentaire pour Saroura, qui retrace la lutte du peuple palestinien en Cisjordanie occupée, ou encore celle des nomades du Negev face à l'expansion illégale de la colonisation israélienne. On l'écoute d'ailleurs. Hello, my name is Nicola Zambelli. I'm an Italian filmmaker, and me and my company, my production company, SNK Factory in Italy, we are very much devoted to social documentaries, and we used to make politically engaged movies about sensitive topics such as migration, labor, or exploitation of labor, or Palestine, like in case of Saroura and Tomorrow's Land, which are the two movies we have been filming in a village, in a Tuani village in Palestine. The first movie, Tomorrow's Land, was shot in 2010, and the second movie, Saroura, that I'm presenting here now in Annaba Film Festival, was recorded in 2019 and released in 2022. And both films are about, they are dealing with the story of nonviolent struggle of one committee of popular struggle in a Tuani village in southern Hebron Hills. So in a village close to the Negev desert, and we're fighting against the military occupation and the settlers' violence since the beginning of 2000. And in Saroura, we told the story of Youth of Sumud, a collective made by boys and girls who we met when they were kids in 2010 during the recording of the first documentary Tomorrow's Land. Et on poursuit notre discussion autour du cinéma donc, et de la coopération culturelle dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show. Et Nariman, on continue à parler cinéma.
Alors oui, juste avant la pub, on a écouté les propos du réalisateur italien Nicola Zambelli sur le cinéma engagé en Italie. D'ailleurs, Antonia Grandet, est-ce qu'on peut s'attendre prochainement à de nouvelles productions sur d'illustres personnages qui lient l'Italie à l'Algérie, comme Enrico Mattei, symbole du soutien à la cause algérienne, ou encore du mathématicien Fibonacci? Des biopics peut-être? Oui. Certainement, parce qu'on est dans la dernière phase de l'aboutissement de cet accord si important, parce que c'est un accord intergouvernemental sur la coproduction cinématographique. Donc, bien sûr, on peut s'attendre à de belles productions sur, par exemple... Voulu par les deux chefs d'État. Voulu par les deux chefs d'État. Le président Abdelmajid Tebboune en a reparlé lors de son dernier discours. Bravo à vous. Ils ont une relation... privilégiée. Voilà, personnelle. Donc, exactement. Nous, on sait que les deux présidents veillent sur l'aboutissement des projets. D'ailleurs, la coopération culturelle algéro-italienne, ce n'est pas que le patrimoine archéologique et le cinéma, c'est aussi la littérature. Aujourd'hui, c'était la clôture du Salon international du livre d'Alger. C'était aujourd'hui. Oui, c'était aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Bravo Nalima. Nous faisons que confirmer tes dires, Nalima, ne t'inquiète pas. Très bien. Alors, du coup, comme je disais, aujourd'hui, c'est clôturé la 27e édition du Salon international du livre d'Alger avec une présence très puissante de l'Italie associée là, comme chaque année. Oui. Et très remarqué, Antonia. Très remarqué, oui. Parce que, pardon, Antonia, le stand de l'Institut italien était bondé chaque jour. Il y a un grand intérêt des Algériens pour la culture et la langue italienne. Oui. Je confirme. Et nous voyons, Antonia, derrière justement les images merveilleuses. L'honneur exceptionnel qu'a reçu le président Abdelmajid Tebboune quand il a été reçu par son homologue italien. Et ça ne fait que conforter, parce que toutes et tous autour de la table, vous parlez de la culture, du patrimoine. Moi, je parle, comme d'habitude, de business et de politique. Les relations exceptionnelles, c'est un modèle de coopération entre l'Algérie et l'Italie. C'est un modèle de coopération. Ce sont des relations fraternelles, des relations solides. Le président algérien a été reçu, le président italien a été reçu également. Votre première ministre a été aussi reçue également en janvier, je crois, 2023, où elle a passé 2 jours sur Alger, oui, où elle a loué les retours avec l'Algérie forte, l'économie algérienne forte, et avec les partenariats économiques forts et durables. L'Algérie n'a jamais eu de problème avec l'Italie depuis son indépendance, a toujours été un partenaire fiable. Il y a de grandes entreprises italiennes qui investissent en masse en Algérie, et l'Italie est le partenaire économique le plus stable de l'Algérie, surtout avec la création du nouveau hub énergétique où l'Italie est en quelque sorte il transmet en quelque sorte l'énergie que vend l'Algérie à l'Europe tout entière. Donc voilà, vous parlez de patrimoine, de culture, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a aussi beaucoup d'autres paramètres où nous pouvons constater une solidité des relations fraternelles entre ces deux pays de la Méditerranée. Des relations qui ne cessent de se consolider. Vous confirmez, donc voilà. Si Anthony c'est tout à fait vrai. Et confirme, je suis heureux. Allez-y, ensuite on donnera la parole à notre invité. Non, c'est vrai que sur le plan aussi de la coopération culturelle, les relations entre Alger et Rome sont très denses et fructueuses. Il faut aussi rappeler que l'Italie a été l'invité d'honneur de la 25e édition du SILA qui s'est déroulée en 2022, soit il y a 2 ans. La coopération aussi s'étend à d'autres domaines. On a parlé de patrimoine avant. Il y a aussi la ville de Betna qui me revient à l'esprit, avec l'Imedrasen et la rénovation par des experts aussi, la participation active d'experts italiens pour la rénovation de ce joyau qui fait partie finalement aussi de notre identité profonde. Voilà, tout à fait. En termes de langue, effectivement, il y a une appétence des Algériens pour la langue italienne. C'est une belle langue, il faut s'avouer. Très jolie langue. Et d'ailleurs, 14 000, c'est un des derniers chiffres. Oui, mais c'est un des derniers chiffres je parlais pas des femmes, je parlais des voitures, les Lamborghini, les Ferrari. Alors arrêtez tout de suite. Attends, mais c'est important. Soyons sérieux.
étudiants algériens dans les universités d'Algérie apprennent actuellement la langue italienne. Et je pense qu'il y a... Antonia Grandet, qu'est-ce que vous pensez parler de sa participation aussi là, parce qu'on la coupe depuis tout à l'heure. Petite question, j'adore l'Italie, et je trouve que c'est l'un des plus beaux pays au monde. Je vous le dis, madame. Antonia Grandet, que pensez-vous justement, Samy parlait des étudiants algériens qui s'intéressent de plus en plus à l'italien. Que pensez-vous de cet engouement de l'Algérie, de l'étudiant algérien pour cette belle langue qu'est l'italien? Je peux vous dire que justement, nous, on constate aussi une croissance des chiffres, aussi au niveau des cours de langue qui sont organisés par nous à l'Institut culturel italien d'Alger. Et je remarque que tout est lié, c'est-à-dire un nouveau élan. Les relations qui étaient toujours très bonnes, avec les visites d'État, elles ont pris un nouveau élan. Et à partir de cela, j'ai remarqué que peut-être l'intérêt a augmenté au niveau culturel. Et nous, on a toujours fait beaucoup d'efforts pour être à la hauteur des attentes. Parce que déjà, ça a commencé, comme a été déjà mentionné, par l'invitation comme invité d'honneur au SILA 2022. Et ça, c'était à la suite de la visite d'État de notre président. Parce que c'était votre président qui a voulu l'Italie invité d'honneur au SILA. Et à partir de cette expérience qui était exceptionnelle, on a toujours essayé d'être à la hauteur des attentes, de faire de plus en plus dans tous les domaines. Et notamment, on a augmenté de plus en plus l'offre des cours parce qu'on a vu aussi l'augmentation de la demande. Et je peux vous dire qu'à partir de 2022, il y a eu une croissance régulière du nombre des étudiants au niveau des cours de langue italienne à l'Institut. L'Algérie a un accord un traité d'amitié et de coopération. C'est parmi les rares pays où l'Algérie a cet accord très, très important. Et je sais qu'en 2002, il y a eu un accord de coopération culturelle, scientifique et technologique qui a été signé. Et il portait sur la création d'une école de restauration du patrimoine. Oui. Les Italiens dans le monde de CIMA sont les spécialistes numéro 1 dans le monde, suivis des Grecs pour la restauration du patrimoine. Est-ce que cette école, elle est là? Est-ce qu'il y a un projet pour justement qu'il y ait de formation? Parce qu'en Algérie, on a besoin de formation dans le domaine de la restauration du patrimoine matériel. Pardon, Antonia, juste pour rajouter un détail, c'est que c'est l'école de Cherchel, culturelle à Tipaza, avec Rome en 2020. Oui. Voilà. Elle est opérationnelle, donc. Bah oui. Et justement, d'après nos archives, cette école est l'école nationale sur la restauration et conservation des biens culturels qui se trouve à Tipaza. Et d'après nos archives, j'ai trouvé tous les documents qui montrent les soutiens que l'Institut de la restauration italien a donné à la mise en place de cette école, qui est fonctionnelle. Et d'ailleurs, pendant la visite d'État, il y a eu la rénovation de cet accord entre l'École nationale de restauration et conservation des biens culturels avec l'Institut de restauration de Rome, qui est une entité, une des plus importantes au monde pour la restauration. Et je peux rajouter que dans le cadre de cette convention, il y a eu un très bon cours de formation, vu qu'on a besoin de formation. Alors, à la suite de cette convention, moi, je me suis battue pour la mise en place des principes de cette convention qui portait sur la formation. On a reçu, l'école de Tipaza a reçu une formatrice qui venait de Rome, de l'Institut central de la restauration, qui a formé pendant presque un mois les élèves de l'école, les élèves algériens de l'école de restauration de Tipaza. Et donc, de plus en plus, il y a cette coopération entre les deux centres, entre l'école algérienne et les centres italiens, pour former les restaurateurs algériens. Justement, Antonia, la coopération entre Alger et Rome, c'est également la recherche universitaire et la recherche scientifique qui revêt une grande importance, n'est-ce pas?
Oui. Et par exemple, déjà, la Convention sur l'archéologie a quand même un côté scientifique. Mais je peux vous dire qu'il y a de plus en plus des conventions qui se signent entre différentes universités algériennes et universités italiennes. Et par exemple, je reviens toujours à la visite d'État parce que oui, c'était un moment vraiment magnifique, historique. Et donc pendant cette visite, il y a eu aussi la signature d'une convention entre Milan et l'Université de Milan et l'Université de Géant. Mais de plus en plus, il y a des conventions. Par exemple, toujours au niveau de l'archéologie, je vois des images merveilleuses de votre désert qui est le plus beau au monde, à mon avis personnel. Oh, c'est pas que le vôtre. Hein, il est universel. Il est universel, c'est le plus beau dans le monde et tout le monde le pense, vous inquiétez pas. Alors il y a une autre convention qui est vraiment très importante entre l'Université de Rome, la Sapienza, qui a un rôle majeur au niveau de la préhistoire. Hein, et donc, ce département de l'Université de la Sapienza de Rome a signé un accord fondamental avec votre Centre national de recherche archéologique. Non, le CNRA, c'est plus long. C'est le Conseil, le Centre national de recherche anthropologique, historique et préhistorique. Le CNRPH, le CNRPH. Voilà. Et donc, il y a une collaboration, notamment pour l'archéologie préhistorienne, donc pour faire des travaux dans votre merveilleux Sahara. Et dernièrement, il y a eu, pardon Mahdi, et dernièrement, il y a eu la signature d'une convention qui concerne une coopération avec l'EPO, l'École d'architecture d'Alger, pour la mise en place d'un magistère en restauration des biens culturels avec les Italiens. Alors nous, ce que je peux dire, c'est que l'Institut même, l'Institut culturel italien d'Alger a signé une convention avec l'EPO, donc l'école d'architecture et d'urbanisme, parce qu'on a déjà collaboré 2 ou 3 fois sur l'organisation de la Journée mondiale du design. Et donc, on a invité des experts de l'Italie qui ont donné des conférences, des masterclass de formation. Et je peux rajouter, donc ça, c'est une convention qui est en place, toujours fonctionnelle pour réaliser des activités communes au niveau de formation, conférences, même des projections de films qui portent sur les thèmes spécifiques de l'architecture et du design. Et à part cela, je peux rajouter que beaucoup d'universités italiennes signent des conventions dans leur autonomie et indépendance, avec des universités algériennes et, disons, de plus en plus, même sans l'intervention de l'ambassadeur de l'Institut culturel. Donc peut-être ce que vous mentionnez, c'est un accord qui a été signé, disons, par une autre université italienne. Ce qui rassemble surtout l'Algérie et l'Italie, c'est leur amour pour le sport, notamment le football. On va finir rapidement sur ces images du président de la République, Abdelmajid Tebboune, remettant le trophée de la 52e Coupe militaire de football au capitaine de l'équipe de la première région militaire, Imad Ben Aïssa, la première région militaire qui a été sacré vainqueur pour la 11e fois de son histoire face à son homologue de la 4e région militaire sur le score de 2-1 au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun. Mahdi, vous qui êtes un fan de foot, je vous laisse l'honneur de commenter ces images. Écoutez, le président a été présent pour remettre à la finale de la Coupe. Ça a été un beau match, ça a été un match âpre, il a été gagné d'un petit but par la première région. Mais pour rebondir sur le football italien, où moi je suis un grand admirateur du Milan AC et où un de nos joueurs emblématiques de l'équipe nationale, M. Benasser, joue chez vous,
Vous, est-ce que vous avez déjà... Quel est votre club préféré en Algérie? Ça, c'est ma première question. En Algérie. Il y a le blanc et le rouge. Je précise, en Algérie. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez justement? Regardez, nous, là, c'est l'équipe militaire. Et regardez l'engouement qu'il y a derrière nous. Le football chez nous est une seconde religion, je pourrais dire. Oui. En Italie, c'est exactement la même chose. On a énormément de points communs. Même sur, on mange énormément de pain, on mange énormément de pâtes, on aime le football. On a énormément de communs. On gesticule, on parle avec les mains. Mais à mon sens, au niveau des stades de foot, l'hymne de l'Italie est le plus beau, hein, après l'hymne algérien, bien évidemment. Voilà. Mais l'hymne italien, quand même, c'est quelque chose. Non, l'hymne algérien, excusez-moi, il a été classé à l'échelle mondiale le meilleur. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'Algérie et ensuite l'Italie. Pour confirmer qu'il a été classé. Et donc, quel est votre club préféré, vous qui représentez Sanctuaire? Vous inquiétez pas, ça va rien vous coûter, ça va pas vous coûter ni votre poste ni votre présence en Algérie. Donc, quel est votre club préféré en Algérie? Vous voulez pas le dire? Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, en Italie, c'est le Milan AC. Et regardez l'engouement pour un match militaire pour la finale de la Coupe. Je crois que c'est la finale de la Coupe d'Algérie, il me semble. C'est la finale de la Coupe d'Algérie militaire, exactement. Et je peux vous assurer que le niveau. J'ai eu la chance et le plaisir de voir le match. Le niveau était exceptionnel pour des joueurs qui ne sont pas des joueurs professionnels, qui sont des militaires de carrière. Donc juste ça, et le niveau était exceptionnel. Il faut noter, il m'a dit que l'armée algérienne fournit aussi aux équipes civiles de tous les sports, l'athlétisme, etc. C'est une grande école de formation sportive. Je voulais poser une petite question, puisqu'on parlait de l'hymne. L'Italie est une grande terre de la musique, de l'opéra, Vivaldi, Verdi, Rossini, etc. Est-ce qu'en Algérie, il y a un institut supérieur de musique à Alger, avec des instituts régionaux? Est-ce qu'il y a des formes de coopération? Parce que l'école opérale italienne est la meilleure école du monde, avec tous les experts le disent. Est-ce qu'il y a des accords où il y a une possibilité de coopération en matière de formation dans les métiers liés à la musique? Alors, nous, on est toujours ouverts à entamer de nouveaux projets de coopération. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour les projets à long terme. Donc, oui, bien sûr, les spectacles en vif au niveau de l'opéra, du théâtre national, d'autres théâtres régionaux, et c'est notre activité régulière. Mais c'est très important de signer des accords parce que les accords, c'est les cadres juridiques pour avoir des collaborations de long terme. Et pas un ancrage juridique. Voilà. Donc là, je ne crois pas qu'à ce moment, il y a une coopération avec l'Institut supérieur de musique, mais merci pour mettre aussi cette proposition. Continuez le travail exceptionnel que vous faites ici. Je crois que ça fait déjà 4 ans que vous êtes ici, c'est ça? 3 ans? Non, 4 ans. 4 ans. J'espère que vous vous plaisez chez nous. Et vous êtes la bienvenue, et toutes les Italiennes et les Italiens sont les bienvenus, surtout vos voitures qui sont magnifiques. Voilà, j'adore. Uniquement les voitures. Non, merci Antonia Grande. Merci Antonia Grande d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut culturel italien. Mahdi, avant de se quitter, je vous donne une info que je viens de recevoir. Il faut savoir que les militaires vont chercher leurs joueurs de foot au niveau des clubs professionnels. Ah bah tu vois, je sais. Voilà. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci également à Gamal Abina d'avoir été avec nous en première partie de cette émission. Encore merci Antonia Grande. Mesdames, messieurs, à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Très bonne soirée.